Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente année 2023, tous mes vœux de santé et de bonheur, de moto là, mais surtout de sécurité. Faites attention s'il vous plaît, la moto c'est extraordinaire, mais on sait à quel point c'est dangereux. Je sais que ça fait un petit peu vieux con qui donne ses avis, ses petits messages d'intérêt général, mais vraiment pour le coup s'il vous plaît, faites attention à vous et kiffez cette nouvelle année 2023. J'espère qu'elle va vous apporter énormément de bonnes choses, que ce soit au niveau de la moto ou du reste. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format, hein. On est sur un essai d'une machine qui a fait couler pas mal d'encre ces derniers mois et même années, hein. Ça remonte à un petit peu longtemps l'annonce de cette moto. On va parler de la machine qu'on a en face de nous qui est la Ducati Desert X. Donc ça c'est une nouvelle catégorie de moto chez Ducati. Alors je sais pas s'ils ont fait de l'off-road pur dans le passé, mais ce qui est certain c'est que Ducati c'est pas une marque qui nous fait penser au tout-terrain, aux ornières, à la boue, au sable, à la neige, à la glace. Non, Ducati c'est plutôt la sportivité, les Panigale, les Monster, les Street Fighter. Toutes ces machines nous ont toujours un petit peu véhiculé une image d'une marque qui s'intéressait plutôt au côté racing des choses, quand bien même ils ont fait une multistrada. Je vous le rappelle, aujourd'hui la V4 fait 170 chevaux. C'est pas une machine qui est pensée pour aller dans les chemins, c'est vraiment un SUV sur deux roues, la multistrada V4. Et donc ils se sont dit, là on va partir sur un truc qui est vraiment ultra affirmé. C'est ce que j'aime avec Ducati, c'est que quand bien même leur moto coûterait horriblement cher, ils affirment ce qu'ils veulent et ils n'ont pas peur d'aller jusqu'au bout. Et c'est vraiment ce qui se passe avec cette moto qui existe donc depuis l'année 2022, qui est toute neuve, qui avait été présentée en prototype et en espèce de variante de la Scrambler en 2019 à l'ECMA. J'y étais pas encore, mais vous inquiétez pas, maintenant j'en raterai plus une seule édition. Et donc on est sur 223 kg, 110 chevaux, je vais vous détailler ça un petit peu, et un prix d'entrée de 17 400 €. Sans les options, vous allez voir qu'il y en a quelques-unes, mais bon, c'est pas forcément indispensable. Et c'est une machine qui coûte très cher, dans la catégorie des trails aventureux. C'est peut-être l'une des plus chères même d'ailleurs. On va s'attarder un petit peu sur le look et moi j'aime bien. J'aime bien parce que je ne considère pas cette moto comme une moto belle. Vraiment, je peux pas dire la Desert X, waouh, elle est belle comme je trouverais belle une Panigale ou j'en sais rien, un roadster sportif comme la Tuono, non. Mais c'est tellement affirmé, c'est tellement différent comme identité visuelle que ça ne peut que marcher. Alors c'est un hommage par un designer français d'ailleurs qui a réalisé le design de la Desert X, peut-être pas en entier, j'en suis pas sûr, mais en tout cas il en a réalisé une partie. C'est un hommage, donc disais-je, à la Cagiva Elephant 900 IE qui était une machine vraiment pensée pour faire le Paris-Dakar et toutes ces courses un petit peu mythiques, totalement tout terrain. Et donc on a des choses qui sont vraiment super chouettes avec cette optique, ces deux ronds avec ces quatre petits segments de LED qui lui donnent vraiment une identité unique, ce carénage qui est vraiment assez proéminent à l'avant et qui lui donne un côté baroudeur, le petit sabot en aluminium vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette fois-ci Ducati ne sont pas allés dans leur philosophie habituelle d'une finition, d'un premium extrêmement soigné, quand bien même on le ressent sur cette moto, on sent que c'est bien fini, mais il y a des éléments beaucoup plus bruts, comme cette bavette qui semble plus fonctionnelle que belle. Voilà, moi je trouve que ça marche plutôt bien. Le design de cette machine, il est assez chouette, au rang des choses qui sont pas forcément ultra originales, dirons-nous. Le moteur de cette Desert X qui est en fait un bicylindre en L à 90 degrés de 937 cm3 qui est extrêmement connu puisqu'il équipe entre autres la Multistrada V2, la Super Sport et la Monster. Donc on est en terrain connu, on a 110 chevaux ici et quelque chose comme 92 Nm de couple si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et on a surtout la différence, on va dire, par rapport aux autres modèles, c'est qu'on a une démultiplication qui est un petit peu retravaillée pour avoir une première et une seconde un petit peu virulente comme ça pour pouvoir encaisser le sable et les autres éléments un petit peu aventureux. Mais ce n'est définitivement pas l'élément qui va être le plus original sur cette Desert X. Par contre, le châssis lui n'est pas original non plus, c'est un treillis tubulaire comme on en a l'habitude. Il est utilisé, je pense, aussi beaucoup pour le refroidissement, le dégagement de chaleur qui va être facilité. Je vous le rappelle quand même que la H2 avait été faite avec un treillis tubulaire également dans cette optique là, parce que le treillis tubulaire évacue un petit peu plus facilement les calories. Et il y a même des petites choses qui sont sympas avec ici des entrées d'air qui sont faites non seulement pour le refroidissement du moteur mais aussi pour le refroidissement du pilote. On a des petites entrées aux divers endroits de la machine qui sont faites pour que vraiment le pilote se sente à l'aise. On sent bien qu'avec cette moto, Ducati ils sont allés dans une philosophie qui est un petit peu différente de ce dont on a l'habitude avec la Monster, la Panigale, la Street Fighter, qui sont des machines qui chauffent horriblement et sur lesquelles ça n'a pas été vraiment pensé pour refroidir le pilote. Là ici on est vraiment sur quelque chose qui est pensé, imaginé de bout en bout pour garantir un confort maximal dans ce qui va déjà être pas forcément agréable, des étapes dans lesquelles on va avoir peut-être un peu d'eau sur nous, de sable, de boue. Donc c'est plutôt chouette de la part de Ducati au niveau de ça. Et ce treillis tubulaire
tubulaire, il va être mis à contribution pour autre chose qui va être la partie cycle qui, elle, va vraiment être nouvelle, les suspensions, le freinage. On va regarder un petit peu la position de conduite, hein, parce que ça, c'est vraiment super important sur une moto de ce type. Donc, un petit lancer de jambe qui doit être quand même assez franc, hein. Faut pas avoir peur de bien lancer sa jambe. Et là, tout de suite, ce que je remarque, c'est que c'est une moto de grand, hein. La hauteur de selle est à plus de 800 mm, vous l'avez sur votre écran. On est sur quelque chose... Alors, moi, j'ai les deux pieds au sol, mais je vous le rappelle encore une fois, je fais 1m89, je suis grand. Je sens que j'ai un petit peu d'écartement, hein, au niveau des jambes comme ça. La selle n'est pas forcément des plus fines quand même. Elle le paraît, hein, dès lors qu'on est comme ça. Elle est fine, attention, je vais pas tomber. Mais je pense que les pilotes qui sont en dessous d'1m75, vous risquez d'avoir quand même un petit peu de soucis sur cette moto pour vous sentir à l'aise. Après, par contre, en termes de position, on est bien droit, hein, on a un bon bras de levier, hein, on sent que le guidon est bien large comme il faut pour pouvoir la manipuler. La moto, c'est tout à fait logique sur ce type de machine. Et on a vraiment le regard sur l'horizon. Donc comme je vous le disais, hein, cette petite bulle ne protège pas grand chose, mais c'est pas vraiment son rôle. Elle sert surtout à dévier un peu les projections et à avoir un regard qui soit bien droit. Et au niveau de la selle, le confort est pas forcément extrêmement bon. C'est pas mauvais, c'est pas spartiate, hein, mais je pense qu'au bout de 100-150 km assis dessus, on commence à sentir un petit peu que ça travaille. Je pense que c'est vraiment une machine qui est plus faite pour être agréable à manipuler sur des terrains accidentés que vraiment pour être ultra confortable sur des longues étapes de route. Je vais poser l'engin avec une béquille qui est assez haute, en fait, attention, si vous en achetez une. Et là, du coup, on va se parler un petit peu du réservoir. Là, il y a des choses à en dire, notamment sur le fait que ce réservoir fait 20 litres, donc il n'est pas gigantesque, hein, pour une machine de ce type-là. Mais par contre, Ducati propose un réservoir additionnel qui vient se mettre en fait ici, derrière, hein, c'est assez marrant, j'aime bien l'idée qu'ils ont eue, et qui s'actionne automatiquement grâce à une pompe à essence qui lui est dédiée et qui va permettre d'aller piocher là-dedans pour récupérer en fait l'essence quand on n'en a plus là. Alors là, on monte à 9 litres supplémentaires sur ce réservoir, ce qui nous donne 29 litres d'autonomie, et là, ça la met en concurrence directe avec les BMW GS 1250 Adventure, la Tiger 1200 qui est sur la version la plus élevée, hein, c'est pas la GT Pro, mais je crois que c'est la Rally, et on a vraiment une très belle autonomie sur une machine dont la consommation est estimée entre 5 litres 5 et 6 litres à peu près, hein. C'est un bicylindre de 937 cm3, 110 chevaux, je pense qu'on est à peu près dans des valeurs comme ça, ce qui lui donne entre 300 et 450 d'autonomie selon si elle a le réservoir seul ou le réservoir additionnel. C'est plutôt cool. Petite mention quand même sur le réservoir additionnel, a priori, si vous ajoutez cette option à la moto, il y a certaines bagageries en plus sur la DZRX qui ne sont plus compatibles, donc attention, faites gaffe à ça. Le top case ne posera pas de problème, je crois que c'est des bagages latéraux. Ensuite, eh bien, on va parler du poids de cette moto. C'est quelque chose qui est extrêmement important, hein, sur les machines d'off-road pure. La DZRX n'est pas la plus légère de la catégorie, elle fait 223 kg, ce qui en fait la met 20 kg de plus quasiment au-dessus d'une Ténéré 700 qui est pour moi un petit peu la référence. On en parlera en concurrence directe, mais on a aussi beaucoup plus de puissance qu'une Yamaha, hein. On a quasiment 40 chevaux de plus, hein, ou pas loin, donc ça va permettre peut-être aussi d'oublier un petit peu les kilos sur la sensation d'accélération, mais peut-être un peu moins sur la manipulation de la moto quand on est dans des chemins un peu caillouteux. Donc à voir véritablement. Ducati a déjà fait des présentations de cette moto qui indiquaient quand même qu'elle avait des prétentions qui étaient quand même pas mauvaises, donc je pense que globalement l'exercice est plutôt réussi. Maintenant, je veux parler de la partie cycle. Je vais passer comme ça parce que cette partie cycle, elle est très intéressante. Je l'aborde pas aussi souvent que je le devrais dans mes vidéos, mais on a ici des solutions qui sont typiques de machines d'off-road, hein. On a une roue avant de 21, hein, ce qui est un diamètre assez élevé, et à l'arrière on est sur du 18, des jantes à rayons et surtout en fait une monte mixte vraiment faite pour aller dans des sentiers un petit peu accidentés, hein, avec des pneus Pirelli Scorpion Rally STR qui vont avoir un petit peu moins d'adhérence au sol quand on va être sur du bitume, sur de l'asphalte. Donc c'est pas la moto avec laquelle vous allez prendre 50 degrés d'angle de la façon la plus sereine qui soit, mais par contre vous allez pouvoir à la fois affronter la route si vous roulez tranquille, et à la fois tout ce qui est chemin un petit peu caillouteux. C'est un petit peu ce qu'on retrouvait de façon un petit peu différente, mais sur la FTR 1200 que j'avais essayé, qui avait des pneus un peu de dirt track et du coup qui étaient moins adaptés pour un usage routier énervé. Après, par contre, on a aussi des nouveautés sur la suspension sur cette moto, puisqu'on a une fourche réalisée en collaboration avec nos amis de chez Kayama-san avec 46 mm, un débattement ma-boule de 230 mm, un totalement normal et logique pour des machines comme ça. Et surtout, en fait, cette moto, elle a une garde au sol de 250 mm, ce qui est la même chose qu'une Africa Twin. Donc en fait, Ducati montre clairement les prétentions, les ambitions de cette moto, hein. L'objectif, c'est vraiment d'aller taper du Paris-Dakar de façon assez violente. Et d'ailleurs, l'amortisseur arrière, hein, qui est aussi un bon débattement, qui va être probablement un peu plus chewing-gum, hein, sur la route que ne le serait une moto beaucoup plus rigide, mais c'est normal, c'est fait pour pouvoir aller chercher encore une fois des situations que une moto de route ne ferait pas d'habitude.
d'habitude. D'ailleurs, je vous le rappelle, hein, c'est une question de vase communicant, hein, cette histoire d'off-road. Quand on va aller chercher des capacités de franchissement, d'utilisation dans des conditions de tout terrain, on perd des aptitudes en route et inversement, hein, une Panigale, je vous le rappelle, dans la forêt, je ne conseille pas. C'est vous qui voyez, mais bon, voilà. Freinage, important aussi parce qu'ils se sont un petit peu lâchés, nos amis transalpins, avec du Brembo M50, hein, des étriers radio 4 pistons qui font un travail incroyable. C'est ce qui équipe M à tout Ono Factory 2020, donc c'est très bien. Je vais pas pleurer d'avoir une absence de styléma ici, tout simplement parce que c'est une moto qui va pas chercher à avoir des prétentions sportives aussi élevées qu'un roadster ou qu'une hypersport. Et ici, je pense que les M50, c'est très bien. Le freinage arrière, c'est très important sur une moto off-road également, et on a aussi des étriers Brembo, 2 pistons, mais ça suffit tout à fait. Et je pense que cette machine doit avoir des aptitudes, à la fois sur le tout-terrain et sur la route, même déjà un peu soutenues, qui sont pas mal du tout. On va terminer par la technologie. Alors la clé, je vais pas vous la montrer parce qu'elle est tout à fait standard, c'est pas un transpondeur, ça ne sert à rien. Mais par contre, on va regarder ce tableau de bord qui est tout à fait original puisqu'il est vertical, donc un petit peu comme le serait un roadbook, hein, quand on est sur des épreuves de rallye, des spéciales. Et donc on a un petit tableau de bord qui est chouette. Moi je le trouve joli, je le trouve mignon. On a des informations qui sont plutôt lisibles, hein, avec le haut du tableau qui va contenir l'heure, la jauge à essence et puis aussi les menus pour aller dans les réglages. Au milieu trône assez fièrement le contour, le rapport engagé, le mode de conduite qu'on a choisi. On a même la petite indication de béquille latérale. Et en dessous, on va avoir toutes les informations un petit peu additionnelles comme les niveaux d'assistance qu'on a actuellement, la consommation, le trip, la température, etc. Vous remarquerez que si on change de mode de conduite, et ensuite après je vais vous expliquer les différents modes de conduite, on va avoir un changement au niveau de l'apparence. Regardez ici, en fait on a les indications de notre roadbook, hein. Donc là vous pouvez mettre directement toutes les informations si vous faites une spéciale, si vous êtes en épreuve, et là vous allez avoir ça, vous allez avoir notamment aussi l'autonomie restante, ce qui est à mon sens une information plutôt importante, hein, quand on est comme ça parti sur des épreuves et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir une station essence, c'est quand même plutôt intéressant. Donc cette machine, elle est quand même vraiment très technologique. La DSR-X, on va avoir 6 modes de conduite, hein. Donc on a les sports, touring, urban, wet, enduro et rallye, si je dis pas de bêtises, qui sont les modes vraiment dédiés pour le tout-terrain. Et on va avoir une pléthore d'assistance avec notamment un quick shifter up and down, un régulateur de vitesse, un contrôle de traction, un anti-wheeling, un contrôle du frein moteur. Il y a énormément de choses sur cette machine. Elle coûte cher, mais je ne peux pas dire non plus qu'elle est excessivement chère pour ce que c'est. Elle propose vraiment des prétentions qui sont à mon sens logiques. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours peut-être un petit peu plus cher que la concurrence, mais c'est Ducat. Le look, vous l'aurez pas ailleurs. Et c'est vrai qu'effectivement, je trouve qu'elle a quand même une prestance qui lui est bien unique. On va démarrer ce petit moteur pour voir un petit peu ce que ça donne, même si c'est pas forcément le truc le plus important. Petit démarreur qui a besoin un petit peu d'y aller, et une sonorité qui ferait presque penser à celle d'une Super Duke, hein. On a un petit bicylindre avec une sonorité assez habituelle, et on va tourner un tout petit peu la poignée vite fait, elle est froide. Si on a un petit côté, on sent qu'elle est, c'est une cogneuse, c'est une baroudeuse, elle n'est pas là pour, on va dire, enfiler des perles, donc ça c'est plutôt chouette. Je vais la couper parce que j'en peux plus. Voilà, ça c'est réglé. Et maintenant que vous avez eu le petit tour de cette machine, vous savez ce qui nous attend. On va la prendre et on va aller rouler. C'est le retour de nos essais dynamiques et statiques en même temps. Allez, en route, en selle, c'est parti. Allez, on est à bord de la petite Ducati DSR-X pour cette partie dynamique de l'essai, hein. On revient à un format un petit peu plus comme vous aviez l'habitude, hein, sans juste l'historique. Et avant qu'on se lance dans les considérations discussion, je voudrais bien évidemment remercier Espace Murite, hein, qui nous ont mis à disposition cette superbe moto, hein. Donc je vous le rappelle, c'est une concession qui est située à Châtillon et qui possède 4 marques différentes, Yamaha, KTM, Kawasaki et Ducati. Donc vous pouvez vraiment trouver chaussures à votre pied, et ce sont des partenaires de très longue date de la chaîne. N'hésitez pas à aller les voir si vous êtes en Ile-de-France ou que vous passez dans le coin, ils sont vraiment super cool. Et maintenant, on va parler de la Ducati. Bah oui, il faut, sinon ça ne sert à rien. Donc cette DSR-X, qu'est-ce qu'on peut en dire déjà? Bah écoutez, on est en ville, donc parlons un petit peu des aspects pratiques, et notamment de la position de conduite, qui est ma foi ce que j'attendais de ce type de trail un petit peu aventureux, hein, fait pour aller sur du off-road
off-road. On est bien installé, quand même la selle est un petit peu ferme, hein, je vous le cache pas. Ça fait un petit peu écho à ce que je vous avais dit sur le tour statique. On est néanmoins à l'avenant, hein, on est bien droit, on a un bon bras de levier et c'est vraiment en roulant qu'on s'en rend compte. On a les bras qui sont mais dans 2 codes postaux différents et qui permettent vraiment d'avoir un bras de levier très intéressant sur la moto, donc ça c'est super chouette. Et effectivement on n'est pas du tout gêné. Alors juste quand vous êtes à l'arrêt, même moi je sens que mes pieds sont pas dans cette espèce de double plat habituel tout à fait à l'aise. Je sens qu'il y a une espèce de petite demi-pointe qui est faite, ce qui est un petit peu inhabituel pour moi. Regardez là, si je m'arrête ici juste vite fait, regardez là, ici, et ben en fait pour aller chercher, j'ai les pieds qui sont très, les jambes qui sont très détendues pardon, donc ça c'est pas du tout habituel. Repartons de bon cœur et de gaieté. Donc jusque là l'exercice est plutôt agréable avec cette machine. Elle est juste un poil large on va dire, pas non plus énormément hein, mais avec les rétroviseurs on sent que l'interfile n'est pas forcément aussi aisé qu'avec une sportive. C'est normal, mais bon merci pour les merci Captain Obvious hein, pour les évidences, mais quoi qu'il advienne la moto est, oh là 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 là, je vais pas me transformer en 100% en moto, mais s'il vous plaît, ce genre d'engagement là dans les ronds-points, faites attention bordel. Quand il y a des gens à l'intérieur d'un rond-point, vous lancez pas comme ça. Bref, c'était mon quart d'heure rabougri. Donc effectivement au niveau de la manipulation de la moto on est très à l'aise. Les 223 kg de la moto se font ma foi plutôt bien oublier. Alors ce sera peut-être pas le cas en off-road et je suis désolé encore une fois, je ne vais pas pouvoir essayer cette machine en condition off-road, c'est-à-dire vraiment ce pourquoi elle a été prévue à la base. Je vous le promets, un jour je ferai une vidéo sur comment eh bien rouler en off-road, ou tout du moins j'irai me frotter à cette discipline que je connais très peu, et ça doit être assez drôle hein, j'imagine. Il faut que je trouve juste une concession qui soit partante pour faire ça et qu'on en discute ensemble, mais on réalisera un projet comme ça un jour. Allez, on est sorti un petit peu de la ville, on va voir ce que le bicylindre a dans le ventre. On est en mode sport hein. Eh, ça pousse hein. Franchement je m'attendais pas autant de la part d'un bicylindre de 110 chevaux hein. Ça envoie assez méchamment. En fait on sent que la démultiplication est très raccourcie, parce que j'avais vu ce que donnait la 6ème à 6000 tours minute sur l'autoroute, et clairement vous êtes à des vitesses qui vous annoncent que vous n'allez pas avoir des vitesses de pointe phénoménales, mais c'est pas grave, sur ce genre de machine on s'en fout complètement. Ce qu'on veut c'est d'avoir eh bien du peps, de la pêche en bas, et on sent que le moteur il est hyper volontaire. Il a du couple, il est gorgé en bas comme on aime. Ah c'est bien gorgé ma bonne dame. Et vous voyez là je suis en 4ème et je sens que ça part, et encore un peu plus à 6000 hein. C'est ça qui est assez étonnant. À 6000 il a un beau regain de vigueur. Vraiment ce bicylindre là il est bien taffé, un peu différent hein, dans son comportement que celui de la Monster ou de la Super Sport. Après c'est assez naturel hein, puisque on veut waouh. Ah ouais, en seconde, le coup de pied au cul il est immédiat hein. Ils avaient bien dit qu'ils avaient raccourci pas mal les rapports sur la première et la deuxième, et ben on le sent immédiatement. La moto cogne assez violemment sur eh ben, ces 2 premiers rapports, c'est assez intéressant. Et en termes d'amortissement, et eh bien effectivement, super. Bravo, ça va de mieux en mieux. Alors effectivement, donc je disais, la suspension fait un travail qui est remarquable. Je suis déjà passé sur quelques bosses eh bien, qui sont un petit peu plus abruptes, et on sent quasiment rien. Alors ça se paye, hein, c'est au détriment eh bien, d'une fermeté, d'une précision qui est un petit peu moins élevée. Je la sens un petit peu élargir quand je prends des courbes avec un peu plus de vivacité. Je la sens tout de suite qui suit pas de façon aussi précise, mais ça reste quand même assez bluffant. Le compromis est vraiment pas mauvais du tout, surtout quand on sait ce pourquoi cette machine est prévue. Et en avoinant un peu, elle nous en donne pour notre argent hein, cette DZRX. Hein. Franchement le moteur il a une santé qui est loin d'être eh bien anémique. Toujours juste faire un petit peu attention à ces pneus quand ils sont pas froids, parce que c'est des pneus un peu rallye et ça peut rapidement se barrer en sucette. En sucette ah ouais, ça reprend comme il faut. Le quick shifter up and down marche super bien. Il est un tout petit peu rêche par moment, mais c'est vraiment assez rare. C'est assez rare que le shifter nous fasse mal aux pieds. C'est plutôt assez doux hein. Ah ouais, là je passe tout au shifter. On évite juste de faire première, deuxième, hein, on sait ça. Et là maintenant, freinage.
Ah, alors c'est vrai que le freinage... C'est vrai que le freinage, il n'est pas immédiatement mordant, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose sur une machine qui doit peut-être être dosée un peu mieux. On met un petit coup. Ouais. Ouais, on sent qu'il y a deux courses en fait, il y a deux espèces de crans. Le premier ralentit bien la moto, mais faut vraiment y aller un peu fort pour la stopper net. Bon, c'est pas forcément un problème, mais il faut l'avoir en tête, hein. Les mètres cylindres ne sont pas forcément ultra agressifs. Par contre, les M50 font un bon travail dès lors qu'on arrive dans la bonne plage de course de freinage. Ça marche plutôt pas mal. Donc, revenons un petit peu ici en ville à des aspects un peu plus pratiques. Donc, on était en train de se parler tout à l'heure de la maniabilité de la moto qui était très bonne. Le tableau de bord, il est lisible. Alors, c'est rigolo hein, d'avoir un tableau de bord comme ça un petit peu vertical. J'ai l'impression d'avoir un smartphone en face de moi. Par contre, toutes les indications sont extrêmement claires. Hein. Je trouve que ça marche très bien. Il est enchâssé dans un truc qui fait un petit peu robuste, un petit peu fonctionnel. Et ça, je trouve ça assez en adéquation avec eh bien l'esprit de la moto. Franchement, si j'avais eu ça sur une Speed Triple 1200 RS, ça m'aurait un petit peu foutu un peu la haine. Mais là, ça va. Je relève un tout petit peu parce que vous savez, je n'aime pas rouler en ville avec ma visière relevée. On a une petite prise USB là sur le côté que je vous avais pas détaillé, que je viens de remarquer hein, moi-même. Je découvre des choses en même temps que vous pendant ces essais, c'est formidable. Donc ouais, il est très lisible ce tableau de bord. Les commodos sont très bons hein. J'aime beaucoup ce que Ducati a fait là, j'aime beaucoup ce qui se passe parce que effectivement on est sur quelque chose qui est extrêmement intuitif hein, je trouve. Ici on sent bien les molettes de chaque côté. Ici on a le régulateur de vitesse, ici on a le petit bouton pour naviguer entre les modes hein. Là vous voyez que je fais défiler les informations au bas de la moto et nous sommes actuellement à 2 km/h. Oui tout à fait, mais c'est une zone 30, soyez prudents s'il vous plaît. Donc vous voyez ici on fait défiler et si on maintient le bouton haut, on accède en fait à la partie du haut avec chrono et réglage, donc ça on n'ira pas trop dedans. Et si on appuie sur mode et qu'on laisse appuyer, hein, c'est le bouton central, là on va pouvoir faire défiler eh bien, les modes de conduite. Et encore une fois là, la différence de la Z900, eh bien, je peux accéder à mon menu de sélection des modes, choisir le mode que je veux et ensuite je relâche l'accélérateur, donc j'ai bien une confirmation visuelle de ce qui se passe. Sur la Z900 il n'y a pas ça, c'est dommage, c'est un petit défaut d'ergonomie de la moto, mais bon, rien de foufou. Les rétroviseurs sont parfait, je les adore. Je trouve qu'ils ont eh bien, une visibilité qui est extraordinaire. Je n'ai même pas eu besoin de les ajuster ou quoi que ce soit. Ils ne tremblent pas, ils ne vibrent pas. Ils ont juste une petite forme qui est un petit peu rigolote. Mais ça pour le coup, c'est tout à fait en adéquation eh bien, avec la tête, hein, la bouille de la Ducati DSR-X, hein, puisque on a ces deux petits crons aussi à l'avant. Donc c'est un petit rappel. Et franchement, ils sont super chouettes. Je les aime beaucoup ces rétroviseurs. Je m'en plaindrais beaucoup plus en termes de forme, on va dire, si c'était une moto un peu plus effilée. Mais là voilà, ça colle avec l'univers que la machine veut nous proposer. On va aller tout droit, on va aller se diriger vers Marcoussis. On aborde un autre point donc de la moto au niveau des aspects pratiques, c'est le dégagement de chaleur. Et ce dernier est vraiment très bon. Il y a des moments où la moto a surchauffé un petit peu, elle a ventilé. Et ben moi cette chaleur je n'ai pas tant senti que ça. Comme quoi c'est bien travaillé de la part de Ducati. On a ces petites aérations d'air qui a priori contribuent aussi eh bien, à nous refroidir, à nous rafraîchir. Donc ça c'est très bien. Et pareil, donc je parlais du vent, c'est une bonne façon de faire une transition comme ça sur la protection au vent de cette moto qui est pour quelqu'un qui est relativement grand pas bonne du tout hein, il faut se le dire. C'est une moto qui est prévue pour faire du off-road et du coup quand vous allez cruiser à 110-130 km/h au niveau de la tête, vous allez vous en prendre plein la quiche, mais ça c'est tout à fait normal hein, on s'attend pas à autre chose de la part d'une machine comme ça. Par contre c'est vrai qu'effectivement au niveau du buste, au niveau waouh, j'ai pris une feuille dans la tête, c'était quelque chose d'incroyable. Donc comme je disais, au niveau du buste, au niveau des bras, on essaie de me faire des attentats aujourd'hui. C'est tout à fait bien, on est sur quelque chose qui est effectivement assez agréable. Et globalement la machine, on aime la conduire hein. C'est vraiment un truc qui est Alain, qui est donc le responsable de la concession à Espace Murite, a beaucoup conduit cette moto et il en est vraiment amoureux. Et je peux comprendre parce qu'il y a un côté agrément utilitaire qui est très visible, mais en même temps il y a un plaisir qui est non négligeable avec un moteur qui a de la pêche, avec une machine qui donne un peu la banane. C'est peut-être la moto Ducati qui se rapproche le plus d'une KTM à mon sens. Elle a quelque chose d'assez facile cette moto par rapport aux autres transalpines qui sont des fois un petit peu plus exigeantes. Là on est sur quelque chose qui est très bien. Et nous sommes actuellement arrêtés au feu rouge. J'en profite pour faire un petit point sur la selle que je sens commencer à devenir un petit peu dur sous les fesses. Je vous le disais, hein, c'est pas forcément la machine la plus agréable pour faire des très longs trajets
trajet assis dessus, et ça tombe bien parce que c'est une bécane qui est aussi prévue pour qu'on se mette debout quand on fait du off-road, avec des repose-pieds qui sont agrippants, vous savez, il y a des espèces de picots en métal dessus, c'est fait pour retenir un maximum l'adhérence, donc ça c'est une bonne chose. Continuons sur les aspects pratiques puisque on y est, donc j'ai parlé des commodos, j'ai parlé des rétroviseurs, le duo sur cette machine est assez agréable, il faut pas se le cacher, il reste pas forcément du niveau d'une RT ou d'une machine routière, mais comme un bon trail, eh bien il permet de faire quelques petites étapes avec un passager ou une passagère derrière soi sans trop en souffrir dans la limite des stocks disponibles, parce que vous le savez, c'est pas forcément la moto la plus confort au niveau de la selle. On va faire très attention à nos amis les pompières qui sont très probablement en train de faire une intervention. Ne les dérangeons pas plus longtemps, laissons-les s'affairer. Merci à eux, merci de nous protéger, que ce soit des incendies ou bien d'autres choses. Les pompiers sont souvent là pour vous aider dans d'autres situations que de simples incendies, pour peu qu'un incendie soit simple. Et donc voilà, au niveau de la consommation, écoutez, on est sur quelque chose qui nous donne 6 litres 3, alors ouais, un trajet de 50 km, je pense pas que ça compte vraiment. Je pense qu'on est plus aux alentours des 6 litres, 5 litres 5, 6 litres. Il semblerait que cette moto ait un peu deux visages au niveau de la consommation. Soit vous allez être sur une consommation qui va être relativement basse si vous roulez en dessous de 110, 120 ou que vous tapez pas trop dans les tours minutes, et apparemment au-dessus ça peut s'envoler un peu, donc ça dépend vraiment comment vous la conduisez. Puisque ça reste une machine qui est quand même assez gavée de couple, je ne pense pas que ce sera un vrai problème, mais toujours est-il, je préfère vous en prévenir et vous en parler. Donc au niveau de la technologie, comme je vous avais dit, il y a plein de choses, du contrôle de traction, il y a un quick shifter, un régulateur de vitesse. D'ailleurs le régulateur de vitesse, on peut s'en parler rapidement. Je l'active et je le mets, alors il est activable à partir de 50 km/h en seconde. Là on va freiner parce que c'est limité à 30 et qu'on a un doudane sur lequel on va s'éclater la tête. Mais vous voyez là, je pense que je dois être bien en dessous des 50 km/h. Je ne peux pas l'activer. Là, je commence à rouler un petit peu plus, et dès que j'arrive à 50 km/h, voilà, 50 km/h en seconde, ça s'active. Donc je le sais, on n'utilise pas souvent le régulateur de vitesse en seconde, à 50 km/h c'est rare, mais vous savez, il y a des fois où on peut avoir besoin, pour une raison ou pour une autre, de se remettre en place ou quoi que ce soit, dans une grande ligne droite où il n'y a personne et c'est limité à 50. Moi j'aime bien, qui peut le plus, peut le moins, donc ça c'est une bonne chose. Pas un truc qui va vous faire acheter la moto, bien sûr, mais j'aime bien. Et ensuite, on repart. Cet arbre me fait toujours flipper, on dirait un arbre un peu de film d'horreur, on dirait le truc de Conjuring. Je suis désolé, j'essaie de vous emmener dans des anecdotes un peu différentes. Et voilà, et on a encore une belle santé sur ce moteur. La machine n'a pas peur de prendre de l'angle, quand bien même on est sur des pneus qui sont un peu mixtes. Et je crois que j'ai fait le tour, les amis, pour ce que j'ai à vous en dire concernant cette DZRX, parce que malheureusement je ne peux pas l'emmener comme ça là dans les chemins, dans les champs. Un jour je le ferai, je vous le promets. Mais en attendant, clairement, moi j'aime beaucoup cette moto, je la trouve très chouette. Je n'achèterai pas demain une DZRX, c'est pas le genre de moto qui me correspond en termes de clientèle. Moi je suis un gros con, j'aime les roadsters très énervés, j'aime les sportifs qui font un peu mal. Voilà, mais peut-être qu'un jour la raison m'appellera et me permettra d'acheter une machine comme ça, qui reste quand même un petit peu fun, un petit peu canaille, donc c'est pas plus mal. Donc voilà, écoutez, le mot de la fin, c'est que la DZRX est une machine extrêmement sympathique qui remplit très bien son office. Il y a 2-3 petits points d'ombre au tableau avec une selle qui n'est pas nécessairement extrêmement agréable, extrêmement confortable, mais au-delà de ça, bah écoutez, j'ai pas grand chose à en dire, l'ergonomie est super bonne, le moteur est vivant, le freinage est bon, faut juste faire un petit peu attention au début parce que si on veut un freinage assez fort, il faut aller chercher un peu plus haut au niveau de la course des leviers. La suspension fait un bon travail, quand bien même elle n'est pas parfaite sur un usage route énervé, mais c'est pas à ça que sert une DZRX, donc on ne peut pas lui en vouloir sur cet aspect, je pense que vous n'en voulez pas à votre agrafeuse de ne pas vous faire le café, donc c'est bien normal. Et on va se retrouver maintenant pour la partie concurrence comme à l'ancienne. Allez, on y va. Ah, Le tour dynamique de cette DZRX nous a montré quand même des aptitudes qui sont super chouettes. Bon, je suis désolé, vous le savez, je ne fais pas de off-road avec les machines, surtout que celle-là, c'est Espace Murite qui nous l'a prêtée et elle a un petit peu de kilomètres maintenant, je pense qu'ils vont vouloir la vendre. Donc je voulais pas non plus abîmer ou trop salir la moto, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que elle est chouette cette moto, même sur la route, on aime la conduire, le moteur est dynamique, il y a de la techno, on est bien installé. Bon, la selle, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confort, mais je pense que c'est aussi pensé comme un compromis entre route et
off-road. Donc en ça, je trouve qu'elle fait quand même un bon office. Maintenant, il faut parler de la concurrence. Et là, vous le savez, on est sur un segment qui est un petit peu particulier puisque ici, on n'est pas sur du trail route comme ça pourrait être le cas pour une Multistrada ou certains modèles de GS, etc., etc. Non, on est vraiment sur du trail extrêmement aventurier, purement mixte. Et le segment est un petit peu différent. Alors, il commence à y avoir pas mal de concurrentes et celle dont j'ai envie de vous parler immédiatement, c'est la Honda CRF 1100 Africa Twin. Et oui, parce que l'Africa Twin, c'est un petit peu une légende absolue dans ce segment. C'est une des motos les plus populaires et il est vrai que dans ces nouvelles versions, ces nouveaux modèles, elle offre quand même quelque chose qui est extrêmement séduisant. On l'a essayé, cette moto, l'essai est disponible juste là. Et en effet, c'est une machine qui est très polyvalente déjà. Je trouve que sur la route, elle est chouette et en plus, elle a un pédigré technologique qui est quand même hallucinant. Vous voyez déjà, au niveau des écrans, on a une petite séparation entre la grosse dalle TFT bien techno, bien 2022 et en dessous, ce petit écran LCD qui nous rappelle un petit peu aux bases comme ça du off-road, avoir les informations les plus essentielles, si ce n'est à foutre une grosse carte comme ça sur le tableau de bord. Et on a également une florilège comme ça de technologie avec du Apple CarPlay, avec des suspensions pilotées sur l'Africa Twin Adventure Sport et même, j'ose dire, boîte de vitesse automatique, la DCT, qu'on retrouve notamment sur la Goldwing, sur d'autres machines de la marque. Et bien on l'a ici sur cette Africa Twin. Alors on peut se poser la question, est-ce que toutes ces béquilles électroniques ne gâchent pas le plaisir de conduite, ou au contraire, est-ce que le fait d'avoir toutes ces petites choses permettent finalement de se focaliser sur le plaisir de l'off-road, de l'aventure, du chemin, sans être en train de réfléchir quel rapport je dois passer, comment je dois régler mes suspensions. Non, je laisse la moto s'en occuper et moi je kiffe, je vais vraiment ouvrir et essayer de trouver les petits chemins, l'aventure, tout ça, bref, vous avez compris. En termes de prix, elle est assez similaire, surtout dans la version la plus premium, à la DZRX, ça on va pas se le cacher, mais quand même avec les suspensions pilotées, ça fait plaisir et elle est quand même un peu plus lourde. Là, 238 kg, alors on a un moteur qui est costaud, mais clairement, quand on fait du chemin comme ça, du tout-terrain, c'est vrai que le poids, ça joue pas mal, ça peut être un des points qui la désavantage par rapport à l'italienne, bordel. Ensuite, j'ai envie de parler de nos amis allemands avec la BMW F850 GS. Et oui, car il n'y a pas que la 1250 GS dans la vie, ce n'est pas uniquement autour du super maxi trail des teutons qu'il faut se focaliser. On a cette moto qui est chouette et les Allemands ont toujours eu un petit peu le trail dans l'ADN, on va dire. Cette version, je trouve, a des belles prétentions, notamment l'écran connectivity, une belle dalle TFT de 5 pouces ultra technologique, peut-être la plus techno du plateau à mon sens. Et comme on le sait, chez BMW, on a un catalogue d'options fourni, ma bonne dame, qui vous permet d'avoir plein de choses, dont notamment une selle extra basse pour peut-être les pilotes un petit peu plus courts sur pattes. Il faut le rappeler, les trails, ça reste des machines qui sont quand même en règle générale assez haut perchées pour pouvoir avoir une garde au sol qui soit bonne. Et bien là, vous allez peut-être pouvoir trouver chaussures à votre pied avec une machine qui s'adaptera à tous les gabarits. Au niveau du prix, c'est un petit peu plus bas, mais attention, le catalogue d'options chez BMW, on se retrouve rapidement avec des véhicules qui sont probablement plus chers que ce qu'on attendait à la base. Finalement, on va parler d'une machine que j'ai déjà évoquée dans un autre test, je sais plus lequel, probablement celui de l'Africa Twin, et qui incarne pour moi la vraie simplicité et l'efficacité de ce monde de l'off-road, et pour avoir en fait des gammes un petit peu diverses, c'est la Ténéré 700 de chez Yamaha, qui est véritablement la machine off-road dépouillée à son plus simple appareil. C'est vraiment ça qui l'incarne. Alors, pour cette nouvelle année, on a quand même des petites choses qui sont sympas, dont l'ajout notamment d'un écran TFT, c'est plutôt chouette. Elle reprend ça de la World Raid qui avait ce genre d'option, mais on reste toujours très simple au niveau de la technologie. On a un ABS qui est, cela dit, déconnectable selon 3 paramètres. Il me semble que c'est roue avant seulement, les 2 roues éteintes, les 2 roues activées, donc ça vous permet un petit peu de jouer comme ça. Quick Shifter en option possible, donc ça c'est quand même aussi plutôt cool d'avoir cette option. Et également une connectivité smartphone Bluetooth, ça encore une fois, c'est quelque chose qui devient assez normal, assez standard en 2023, donc c'est plutôt un bon compromis, on va dire, sans rentrer dans quelque chose de trop technologique. C'est une machine qui veut rester simple, on te dit. Et finalement, le prix il s'en ressent aussi, puisque cette bécane n'a pas encore eu de tarification officielle pour 2023, mais le modèle 2022 était presque 7000 € moins cher qu'une DZRX. Alors bien évidemment, vous n'avez pas la même dotation, et je pense que le modèle 2023 sera pas très loin en termes de différence de prix. Si vous voulez quelque chose de simple, d'efficace et qui marche, la Ténéré 700, c'est fait pour vous. Dernière petite chose importante, j'avale parce que sinon j'arrive plus à parler, c'est que la Ténéré 700 est la seule moto de toutes celles dont je vous ai parlé qui est compatible à 2. Faux!
Faux, totalement faux, n'importe quoi, c'est toi qui es mort. Bon, je fais un petit insert parce que je tenais à m'excuser pour l'énorme bêtise que je viens de dire. En effet, la Yamaha Ténéré 700 n'est absolument pas le seul trail aventureux disponible en A2, puisque la DZRX que j'étais en train d'essayer est elle aussi compatible avec le jeune permis. Donc voilà, je tenais à m'excuser parce que vraiment c'est une énorme bêtise. Il y en a d'autres d'ailleurs, des trails qui sont compatibles avec le A2 dans cette variante-là. Donc voilà, excusez-moi pour cette petite bêtise. Et oui, si vous avez le off-road dans le sang, que vous êtes un young Indiana Jones et que vous voulez aller affronter tous les chemins que la vie peut mettre en travers de votre chemin, et bien cette moto-là est la seule qui pourra s'offrir à vous lorsque vous sortirez de votre permis A2. Donc ça, c'est vraiment super chouette et je pense que ça complète bien ce plateau de concurrentes un petit peu toutes plus différentes les unes que les autres. Voilà, cet essai est terminé. Qu'est-ce que je peux vous dire de la DZRX en conclusion? Eh ben, je trouve que cette moto, elle est vraiment cool parce qu'elle incarne un nouveau segment, une nouvelle route, un nouveau chemin, hein, on peut dire, pour Ducati qui se lance dans le off-road avec, je trouve, quand même un certain panache et un certain succès. Hein. Il faut dire quand même qu'ils n'ont pas hésité à mettre les petits plats dans les grands avec une machine qui résolument s'écarte de la philosophie habituelle des bécanes Ducati qui sont beaucoup plus orientées vers le sport, vers aussi ce côté extrêmement premium mais très chiadé, très classe. Là, on est sur une moto qui est un petit peu plus brute de décoffrage, mais avec un design vraiment génial, quelque chose de très néo-futuriste, en rétro, je sais pas comment appeler ce truc-là, mais en tout cas, elle a une identité, elle a des prestations, elle est un peu chère, on va pas se le cacher, hein, Ducati n'ont jamais eh bien dévié de leur pratique un petit peu premium, mais ça, c'est tout à fait dans ce qu'on a l'habitude, mais par contre, j'avoue qu'effectivement, elle est raccord avec tout ce qu'elle propose. Donc voilà, cet essai est terminé, j'espère qu'il vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, abonnez-vous et mettez cette putain de cloche parce que YouTube, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui s'abonnent sur YouTube, il y a trop de chaînes, c'est profusion de partout. Et si vous n'activez pas eh bien, la notification toute dans la cloche, vous ne recevrez pas eh bien, les alertes de la vidéo. Et une vidéo qui n'est pas soumise à ses abonnés, qui n'est pas regardée par les abonnés d'une chaîne, c'est une vidéo qui ne sera pas suggérée au reste. Donc une vidéo qui n'a pas beaucoup de potentialité à fonctionner. Voilà. En attendant, portez-vous bien, kiffez vos motos. Encore une fois, très bonne année. On reste encore dans le début de l'année, donc je pense que c'est valable. Kiffez vos motos. Ciao!